Voilà, super. Allez, on est parti. C'est parti. Ça, c'est un petit préambule. Donc, Covid-19, si vous le voyez comme un problème, vous resterez dans le dilemme. Mais si vous le voyez comme un outil, alors vous aurez tout compris. Alors, ensuite. Donc, la Troisième Guerre mondiale, comme nous a dit le président Macron, nous sommes en guerre, parce qu'il faut, il l'a dit, et il a raison, c'est une guerre génomique. Donc, en lien avec les génomes. Alors là, c'est la présentation du rapport d'Avicent qui a été rédigé par Yves Lévy, ex-président de l'INSERM et président de Avicent. Donc Yves Lévy, l'époux d'Agnès Buzyn. C'est ça. Donc, j'ai pris des extraits dans ce rapport pour voir un petit peu de quoi il retourne. Et la première chose, qui est quand même assez choquante, c'est que tous les tests, cette mascarade avec tous ces tests de masse qui est pratiqué en ce moment, c'est en fait pour connaître nos génomes. Et les génomes vont être utiles par la suite. Alors là, ils disent la connaissance de ces génomes, donc nos génomes à nous, aura une valeur pour beaucoup d'autres domaines qu'il est encore difficile d'estimer, depuis les assurances jusqu'aux gestes de la vie quotidienne, nos pratiques et habitudes diététiques, sociales et culturelles. C'est probablement pour de telles raisons que se mobilise aujourd'hui le monde des GAFAMs, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Samsung et apparentés. Voilà, donc vous voyez, j'ai pris l'extrait qui est sur le rapport et on voit les acteurs principaux, parce que bien sûr il y en a d'autres, mais vous avez le CEA, vous avez l'INSERM, l'Institut Pasteur, on retrouve Unicancer, voilà. Donc le plan de France Médecine Génomique 2025 répond à la demande du Premier ministre Manuel Valls, adressée à l'Alliance Avicenne en 2015, afin d'examiner la mise en place et la prospective sur 10 ans, donc 2015 à 2025. C'est pour ça qu'ils accélèrent les choses. Des conditions de l'accès au diagnostic génétique dans notre pays. Alors, page 108, projet pilote, étude en population générale. Les nouvelles techniques de séquençage permettent aujourd'hui de caractériser l'ensemble des variations génétiques présentes dans la partie codante, exome. Alors, exome, on verra un petit peu plus loin, mais en fait, c'est une partie de l'ADN. Donc, ils analysent l'exome ou même tout le génome d'un individu. Disposer d'une banque de données de génome français, parce que là c'est pour la France, semble donc être un préalable indispensable pour exploiter l'information génétique apportée par le séquençage. Alors il existe le projet génome humain, ou GPH, PGH, ça dépend si c'est en français ou en anglais, donc qui a été discuté en 1985 et qui a été mis en place en 1990, donc ça ne date pas d'hier. Donc, les programmes suivants ont tenu compte des progressions rapides réalisées dans ce domaine, des évolutions technologiques, ainsi que l'entrée en course du secteur privé, la cartographie génétique et physique, le séquençage de messagers et de la totalité des génomes de l'homme ont été successivement entrepris. Donc, le projet Génome complet est financé par un laboratoire qui s'appelle l'ABEX GenMed. Voilà. Donc, le but, c'est recruter des individus représentatifs des régions, parce qu'ils ont commencé ça déjà il y a quelques années. Le projet pilote, appelé Population Contrôle, propose donc de capitaliser sur ce projet et d'étendre la collection à 2000 voire 3000 individus afin d'avoir une meilleure couverture géographique de la population. Voilà. Donc le grand projet, donc le HGP, donc c'est une stratégie retenue pour le séquençage a été de partager les différents chromosomes entre les divers groupes du consortium international. Donc après on a toutes nos données génétiques qui vont se trimballer dans des bases de données au niveau international. Et d'utiliser les données des cartes obtenues antérieures. Un nombre minimal de clones recouvrant le génome a été déterminé et partagé entre les membres du consortium. La France, représentée par le Génoscope, a rejoint le HGP, donc le programme, en 1998, et séquence le chromosome 14 selon l'approche du séquençage dirigé. Voilà. Et l'objectif, donc, des scientifiques pensent être capables de concevoir le premier génome humain en 2026. Donc là, on voit les plateformes de séquençage de Génoscope, donc qui font partie du programme de France Génomique. Donc l'Institut de biologie François Jacob du CEA regroupe les 2 centres nationaux de séquençage que sont Génoscope, Centre national de séquençage, et le Centre national de recherche en génomique humaine. Et donc là, ce que vous voyez, la carte avec tous les points, c'est l'infrastructure France Génomique, et ce sont toutes les différentes plateformes qui ont selon le code de couleur, des caractéristiques bien ciblées. Donc, on a en Rhône-Alpes Auragen. Donc, c'est une plateforme de séquençage à très haut débit, donc qui répond au programme France Médecine Génomique 2025. Et là, quand on voit haut débit ou très haut débit,
on fait le lien avec la 5G. Donc, ils avaient besoin de la 5G pour le séquençage. Là, c'était pour vous montrer qu'on a une propagande de test avant Noël pour un séquençage de masse. Voilà, on a reçu aussi des documents dans les boîtes aux lettres. Donc, je reviens dans les extraits du rapport. Donc, ils disent, page 121, vers la création d'une filière industrielle en médecine génomique. À terme de 10 ans, il est probable que l'ensemble de la médecine tirera profit de ces nouvelles technologies. Le volume annuel de génome à séquencer entre 300 000 et 500 000 en 2026. Donc, ça explique pourquoi là, le Covid a été lancé pour pouvoir faire conditionner les gens et leur faire passer des tests en masse. Voilà. Et donc, dans cette page 121, on retrouve ce que je vous ai lu plus haut. La connaissance de ces génomes aura une valeur pour beaucoup d'autres domaines, depuis les assurances jusqu'à la vie quotidienne. Voilà. Les données génomiques personnelles sont particulièrement sensibles. Elles imposent donc une confidentialité, un cryptage compatible avec une anonymisation, mais réversible. Donc, si elle est réversible, c'est qu'il n'y a plus d'anonymat. Hein. Ouais. Et ils le disent plus bas, l'anonymat, quand il s'agit de données du génome complet, qui marque l'identité, est extrêmement difficile à garantir. Alors là, c'est sur un autre site qui s'appelle Gène Éthique, donc premier site de bioéthique. Et là, donc c'est lancé en 2016, le plan France Médecine Génomique avait pour objectif initial le déploiement de 12 plateformes de séquençage et l'analyse de 235 000 génomes à l'horizon de 2025, soit un rythme de 50 000 par an. Et selon Marisol Touraine, nous avons besoin de connaître le génome de chaque individu. Alors, qu'est-ce qu'ils cherchent? Toujours dans le rapport, page 82, on a professeur Didier Lacombe. Et là, je me suis dit Lacombe. Il y a Karine Lacombe. Voilà. Je reviens sur Didier Lacombe. Il est président de la FFGH. Et il insiste sur l'importance de la centralisation des données et de celle d'avoir une plateforme dédiée aux maladies rares. Alors, les maladies rares, vous allez voir, c'est en lien avec la consanguinité. J'ai remis un petit rappel de Karine Lacombe, qui est chercheuse et infectiologue française, spécialiste du VIH, des hépatites et du Covid-19. Voilà. Alors là, il y a plusieurs maladies et vous allez voir qu'en fait, ces maladies ou ces recherches tournent tout autour soit de la consanguinité, soit autour d'un concept transhumaniste. Alors, je vais commencer par la maladie de Randu-Osler, que je ne connaissais pas. J'en ai parlé à des médecins aussi qui ne connaissaient pas. Donc, il faut savoir qu'il y a un groupe en duo, donc Québec, France, qui a travaillé ensemble pour développer un logiciel qui s'appelle SIGAP. Donc, on a de côté Montréal, on a programme de recherche en démographie historique. Et côté France, on a Gros-Lyon. Gros-Lyon qui veut dire groupe rendu Osler, situé à Lyon. Et Lyon, il y a l'Hospice civique de Lyon, qui est le centre de référence de cette maladie. Et alors, cette maladie, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est une maladie génétique héréditaire rare. Les organes principalement touchés sont les poumons. Il y a aussi le foie, le cerveau. Et les complications, embolie paradoxale, thrombose, hypoxémie. Donc, on retrouve des symptômes et des complications similaires au Covid. Docteur Talchaler, vous êtes d'accord, hein? Oui. Oui. Voilà. Alors, ils ont donc développé ce logiciel, qui est un logiciel de gestion et d'analyse de registre des populations. On va y retrouver des données civiles, généalogiques ascendants et descendants, mais aussi des calculs de coefficients de consanguinité et apparentement. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est de la folie. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler d'une autre maladie. Alors oui, excusez-moi, je reviens sur la maladie de Randu-Osler par rapport au Covid. Il faut savoir que 15% de formes graves du Covid a été reconnue comme des maladies génétiques par... alors, excusez-moi. Hop. Donc, c'est par l'Institut des maladies génétiques qui s'appelle Imagine et qui a un groupe qui s'est développé lors du Covid qui s'appelle Covid Human Genetic Efforts. Et qui est-ce qui est en lien avec cet institut? C'est Rémi Salomon, qui est néphrologue à l'hôpital Necker de l'AP-HP, qui est vice-président de l'AP-HP. Voilà. Et il faut savoir que la fondation hôpitaux de l'AP-HP, en fait, est présidée par Brigitte Macron depuis 2019. Ça, c'est tout à fait un hasard, évidemment. Hein.
Tout à fait. Alors, donc, 15% des formes graves du Covid sont dues à des anomalies génétiques et immunologiques. Donc là, c'est avec l'Institut Imagine et Covid Human Genetic Effort. Et ils disent, en ciblant leurs recherches sur des mécanismes spécifiques de l'immunité, la voie des interférons de type 1, qui sont de puissantes molécules antivirales, les chercheurs ont mis en évidence chez certains patients des anomalies génétiques qui diminuent la production des interférons. Et alors, il faut savoir que les interférons de type 1, leurs taux sanguins peuvent être également augmentés dans certaines maladies génétiques. C'est le cas en particulier lors d'une mutation sur le gène. Et lorsqu'on regarde dans les cas de consanguinité, il s'agit de gènes mutés. Donc, on retombe avec la consanguinité, là. Ça fait beaucoup d'informations, j'avoue. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Donc, ça fait 15 minutes que tu parles, mais parce que bon, de toute façon, tu vas nous présenter au fur et à mesure, parce que je sais, bon, tu m'as envoyé 2 tonnes de documents en une semaine, même le 1er janvier, donc tu travailles tout le temps. Mais si tu devais nous dire en quelques mots, quelle est l'hypothèse que tu fais à travers tout ce que tu es en train d'explorer, parce que je sais qu'il y a énormément de lièvres que tu es en train de soulever, et on peut mieux comprendre pourquoi il y a une telle insistance sur réaliser plein de tests PCR. On comprend aussi pourquoi, par exemple, Google a proposé depuis des années des services de généalogie. Donc, tout ça a l'air lié, mais quelle est l'hypothèse que toi tu fais lorsque tu vois tous ces documents que tu es en train de traiter? Eh bien, on a abouti à un concept de transhumanisme et d'eugénisme. C'est-à-dire? À l'issue de cette étude de génomique, ils vont avoir la possibilité de sélectionner les ethnies, les individus, en fonction de leurs besoins. D'accord. Est-ce que j'ai encore... je peux empiéter 5 minutes pour vous présenter le syndrome de Werner? Allez, vas-y. Alors, le syndrome de Werner est un syndrome héréditaire caractérisé par un vieillissement précoce. Voilà, d'où le transhumanisme pense... L'objectif du transhumanisme, c'est aussi le principe d'immortalité ou d'immortalité, avec un A. Immortalité, c'est-à-dire le prolongement de la vie à partir de 80 ans. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les maladies de consanguinité, il en existe des tas, puisqu'en fait, c'est une dégénérescence au niveau du génome, et qu'ils sont confrontés à des graves pathologies. Alors, ça peut être immunologique, ça peut être le vieillissement, et qu'ils essayent de trouver des solutions à leurs problèmes. Voilà. Alors, le diagnostic de cette maladie, justement. L'analyse moléculaire identifie la plupart des mutations sur le gène grâce à un séquençage standard des exons, des produits RT-PCR. Vous comprenez pourquoi on a des séquençages? Vous comprenez pourquoi on nous parle de RT-PCR? Les descendants d'un patient atteint sont nécessairement porteurs, mais ne déclarent généralement pas la maladie, du fait de la faible probabilité qu'ils se marient à un autre porteur, excepté les cas de consanguinité. Donc, ils sont confrontés à toutes sortes de maladies. Et aujourd'hui, on est une zone d'expérimentation au niveau mondial, à grande échelle. Voilà, ça se passe plus dans des laboratoires, ça se passe sur l'être humain directement. Alors, qu'est-ce qu'un exon? C'est un fragment de gène dont la séquence d'ADN, après transcription, se retrouve dans les ARNM maturés. Cette partie du gène est la plus souvent codante. Pour fabriquer une protéine, le gène délivre à la cellule un code de fabrication composé en partie de briques, entre guillemets, appelées exons, lesquels doivent être assemblés bout à bout. Dans le cas de maladies génétiques, le code est erroné. Le principe de la RT-PCR, donc reverse transcriptase PCR. Il peut s'avérer pertinent d'extraire de l'ARNM pour générer ensuite des copies d'ADN-C. Cette réaction est catalysée par la transcriptase inverse des rétrovirus, reverse transcriptase, qui synthétise une chaîne d'ADN à partir d'une matrice d'ARN. D'un point de vue fondamental, étudier le profil d'expression de gènes permet d'avancer dans la compréhension des mécanismes de physiologie cellulaire. Donc, ils sont vraiment en train de faire des recherches, mais plus dans leur laboratoire, sur le génome humain, directement. Je pense que je finirai ici. La consanguinité, risque d'anomalie génétique. On a une étude qui est parue dans The Lancet,
a considéré la consanguinité comme un facteur de risque majeur d'anomalie congénitale. 1/5 de la population humaine dans le monde vit dans des communautés ayant une préférence pour les mariages consanguins. Et donc, la consanguinité serait également incriminée dans l'augmentation des maladies complexes, multifactorielles, telles que les troubles mentaux. Donc, voilà. Bien, oui, vas-y. Voilà. Et je finis avec, là, c'est Agnès Buzyn qui s'exprimait lors des échanges qu'ils ont au Sénat, là. Aujourd'hui, les tests génétiques en situation préconceptionnelle sont autorisés lorsqu'il existe des maladies génétiques très graves dans une famille. On vérifie alors simplement si le gène de la maladie familiale est présent dans le génome des parents. Ces tests sont pratiqués dans les familles consanguines, par exemple, qui ont des risques accrus de pathologies génétiques. Bien. Alors, moi, je m'interroge encore et je vois que dans le chat, il y a plusieurs personnes qui s'interrogent aussi dans le même sens. Mais pourquoi cette obsession par rapport à la consanguinité? Est-ce que tu as une réponse ou est-ce que tu as une hypothèse? Parce que moi, je ne comprends pas pourquoi ils sont tellement obsédés par rapport à la consanguinité. Bah alors, je m'explique pas autrement. Enfin, j'explique pas autrement, c'est que ils ont un concept. On ne peut pas comprendre parce qu'on n'a pas ce concept-là, mais ils ont le concept des sangs purs. Ouais. Comme ça, c'est que ça rejoint les idées des eugénistes déjà du temps d'Hitler, et Bill Gates et toute sa famille sont des eugénistes, c'est pas d'aujourd'hui. Et la notion des eugénistes, c'est d'arriver à sélectionner des éléments positifs pour eux, et puis de démolir tous ceux qui ne sont pas dans leur ligne. On n'a pas changé, c'est ça le principe de l'eugénisme. Alors ils font des recherches sur la consanguinité et le vieillissement précoce, parce que leur but, c'est d'arriver à trouver les facteurs qui vont leur permettre, eux, de développer une santé meilleure et vivre beaucoup plus vieux. C'est ce qu'ils font déjà certains de nos élites avec l'adrénochrome. C'est un produit incroyable, obtenu en torturant des enfants, et certaines de nos élites, nombreuses, ils prennent ça comme un stimulant et ça les booste. C'est de la super cocaïne. Donc ce qui est passionnant là-dedans, c'est de voir que nous avons affaire à une sorte d'élite, de gens qui ont une vision véritablement de détruire des milliers et des millions de gens, de mettre en esclavage ceux qui restent, et eux, d'obtenir des informations qui vont leur permettre de vivre beaucoup plus longtemps. C'est ça le système. Alors, mais en tout cas, on peut dire d'une autre façon, c'est que nous avons affaire à la plus grande expérimentation jamais réalisée. Et c'est ce que Mister Global, comme dit Catherine, est fait. C'est on expérimente sur des... Et avec le nouveau, ils appellent ça un vaccin, mais ce n'est pas un vaccin, c'est une thérapie génique. On va modifier les gènes des gens, et c'est une expérimentation qui n'avait jamais été faite. On n'a jamais modifié le génome humain. Mais eux, comme des apprentis sorciers, ils font ça, ils vont stériliser des milliers ou des millions de femmes. Ils n'ont absolument aucune conscience. Ils sont dans une espèce de dynamique faustienne d'obtenir, eux, leur petite élite, de se frotter les mains avec des techniques qui leur permettent de vivre longtemps, et puis de démolir le reste des gens. C'est hallucinant. Et c'est passionnant de voir le lien entre leur recherche et la 5G. Parce que tout se tient. C'est les nanoparticules qui nous infligent à travers tout ce qu'ils nous font, qui vont leur permettre de tout contrôler. Ouais. Alors la difficulté dans ce domaine, c'est que c'est tellement énorme que les gens n'ont pas de référence. Si on dit une guerre, ils se rappellent ce que c'était qu'une guerre, les bombes, etc. Mais là, c'est tellement colossal, tellement énorme, que beaucoup de jeunes disent « Arrêtez, vous êtes un complotiste, vous dites n'importe quoi. » Parce que nous avons affaire à quelque chose qui est véritablement un fantastique, un énorme complot. C'est ce que, vraiment, on voit bien avec ça. En tout cas, je pense qu'il faudra qu'on revienne dans les prochaines semaines, Marilyn, sur ce dossier génétique, parce qu'il m'apparaît de plus en plus clair qu'effectivement, il y a des enjeux, il y a des projets eugénistes très très clairs et qui deviennent de plus en plus clairs. On pourra aussi revenir sur ce projet du séquençage du génome humain, parce que on le sait que pour l'instant, ils considèrent qu'il n'y a que 1 à 2% du génome qui est utile, et donc 98%, ils le considèrent comme du junk DNA, donc de l'ADN poubelle. Or, de plus en plus de personnes font l'hypothèse que ces 98% qui semblent ne servir à rien seraient justement tout le lien avec notre conscience, avec notre spiritualité, avec nos capacités extrasensorielles ou paranormales, et qu'on veut nous couper aussi de toutes ces dimensions spirituelles et transcendantes, finalement, au niveau de l'être humain. Tout à fait. Et je rebondis du coup avec un élément que j'avais mis dans la vidéo où j'avais mis les maladies avec d'autres éléments. Et, il existe le terme de progéria, qui en fait est un gène muté qui cause un vieillissement accéléré, qui a été découvert en 2003 par le professeur Nicolas Lévy. Alors, il faut savoir que dans ce rapport, il y a beaucoup d'homonymes. On a l'impression qu'ils travaillent en famille. Ouais. On retrouve, vous avez donc Yves Lévy, Pascal Lévy, Nicolas Lévy, Jean-Bernard Lévy, Agnès Buzyn, qui est l'épouse de Lévy, Didier Lacombe, on pense à Karine Lacombe, vous avez Étienne Hirsch et Martin Hirsch, vous avez Rémi Salomon, et là je fais le parallèle avec Jérôme Salomon, qui a
un conflit avec la France par rapport à l'affaire Dreyfus. Ça fait beaucoup. Alors, donc la progéria qui a été, donc ce gène muté qui cause un vieillissement accéléré découvert en 2003 par le professeur Nicolas Lévy, qui est généticien expert séquençage génomique et médecine de précision à l'APH de Marseille, dans la service Fondation Maladies Rares. Et il est devenu directeur de GIPTIS pour Génétique Institut Thérapeutique Innovation Scientifique. Et il apparaît dans le rapport. Merci beaucoup Marilyn pour cette première intervention dans notre équipe et vraiment on sent en tout cas tout le travail que tu as accompli pour nous présenter cela. Alors même si c'est exigeant à l'écoute et je vois aussi dans les commentaires des gens qui disent c'est super intéressant mais je vais le revoir une deuxième fois parce que j'ai pas tout compris, j'ai pas tout suivi et c'est vrai que ça demande une certaine exigence et une certaine attention mais je pense que c'est aussi probablement un de nos je dirais, une de nos missions, c'est de nous adresser à l'intelligence de ceux qui nous écoutent, alors que dans les médias dominants, la plupart du temps, dès qu'il y a une petite explication, les journalistes disent tout de suite « Ouais, non, mais ça, c'est trop technique, on va arrêter d'expliquer. » Et je pense qu'il faut vraiment faire le pari que ceux qui nous écoutent, ceux qui nous suivent, et vous êtes 12 000 actuellement à nous suivre en direct, eh bien, vous faites cet effort de comprendre les enjeux de ce qui est en train de se jouer. En tout cas, merci beaucoup, Marilyn, pour ton travail et pour ton investissement.